Chers collègues, donc on va démarrer notre conseil communautaire et je vais commencer par l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher. Alors, Béatrice Caresco a donné procuration à Michel Garat, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dondon-Pierre. Elle n'est pas arrivée encore, mais je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Bernard Danet, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Tréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Marie de Fortinon, Bruno Carabos, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, a donné pouvoir à M. Pelletan, Vincent Joanneau, je pense qu'il ne devrait pas tarder, Pierre Laïto, Michel Latapi a donné pouvoir à M. Massieu, Corinne Leland, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mateil a donné pouvoir à Jean-Marc Depuy, Valérie Ménoré, excusez-moi. Ah oui, présente quand même. Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, et Patricia Peigné, je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin a donné pouvoir à M. Rappé, Sylvie Porta, Alain Thérèse, Pascal Rappé, Audrey Rénal, elle n'est pas arrivée, Denis Rennes, Marilyn Rideau a donné pouvoir à M. Casimajou, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay. Merci beaucoup. Donc on va désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui c'est qui pourrait assurer le secrétariat ce soir? Allez, Thomas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à la désignation de Thomas Filiatre? Quelqu'un qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Ensuite, donc, on passe aux décisions du président sur les délégations que vous m'aviez accordées en début de séance. Donc, décision alors, attendez, là, c'est pas grave. Décision, donc, 2022-12, mise à disposition d'un véhicule à l'Office du tourisme les 6 et 7 avril. Décision 2022-13, mise à disposition de 2 véhicules au collège Georges Brassens de Podensac le 24 mars. Décision 2022-14, attribution des marchés publics pour une prestation d'accompagnement à l'évolution de la tarification des déchets pour les professionnels de la rive droite avec la société Indigo pour un montant de 16 800 €. Décision 2022-15, avenant au marché d'études d'harmonisation fiscale du service public de gestion des déchets avec la société Indigo sans incidence financière. Décision 2022-17, attribution des marchés de réalisation d'une étude préopérationnelle relative à l'extension de la ZAE Pays de Podensac Céron-Silas avec la société Créam pour un montant de 53 676 €. Décision 2022-17, mise à disposition d'un véhicule
la société éponyme le 22 mars. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour, plus le tableau que vous avez à l'écran. Donc, je vous propose d'abord de vous présenter une motion concernant le grand projet ferroviaire sud-ouest et présenté par notre collègue Valérie Méneret. Bonsoir à tous. Je suppose que vous avez chacun d'entre vous entendu parler des grands projets ferroviaires du Sud-Ouest qui impactent quelques-unes de nos communes. Donc je parle en essayant de représenter un peu toutes les communes de notre communauté de communes qui sont impactées. Juste une précision, les élus, ils ont reçu la motion? Oui, voilà. Donc vous avez été destinataire de la motion. Non, vous avez pas été destinataire de la motion. Pardon, excusez-moi. La motion, elle est très simple. Elle retrace pas l'historique, mais elle ne vous refait pas le débat depuis des années que nous connaissons. Je crois qu'avec M. le maire, nous avons commencé à défiler en 2008 contre ce projet qui traversait notre commune, entre autres. Donc ça date, l'histoire, elle est faite sur les journaux, elle est tracée dans beaucoup de territoires. La motion, elle dit simplement que la façon dont ont été faits ces tracés n'ont pas été respectueux de ce qui était proposé. Voilà. L'idée qui est proposée de cette motion à votre signature, à votre approbation, c'est de dire en solidarité aux communes qui sont traversées, et non pas que celles de Convergence-Garonne, mais celles d'à côté aussi. Ça ne traverse pas que les communes de Convergence-Garonne. C'est de dire on peut être plus vertueux et on peut mieux faire. On n'est pas contre l'évolution, on n'est pas contre le fait que nous avons besoin de faire différemment sur ces projets ferroviaires, mais ce que l'on souhaite, c'est à l'heure où l'État prône et l'Europe prône la valorisation des zones humides, à l'heure où on prône la virtuosité de nos territoires en matière de nature, de protection. On met beaucoup d'argent dans la protection, on met beaucoup d'argent dans le respect à l'environnement. On a un plan climat-air-énergie qui est très valeureux, très vertueux. Si on pouvait éviter de détruire ce qui existe et si on pouvait essayer de faire mieux, ce serait bien. Donc cette motion, elle vous propose de dire on n'est pas contre, mais faites mieux, proposez mieux. Il a été proposé mieux, ça n'a pas forcément été écouté, ça a été même pas regardé. On demande de faire mieux. Il y a un collectif de maires qui vient de revoir le jour, puisqu'il s'est relancé encore. Donc pas que forcément des maires concernés, des maires aussi qui sont à côté, des communes qui sont à côté, des communes qui ne sont pas forcément à côté, mais qui sont solidaires, puisque c'est un des projets qui ressemble à beaucoup d'autres projets en France. Donc ce que l'on vous propose, c'est de porter cette motion à la connaissance de l'État en disant soyez plus vertueux, ne balayez pas nos communes comme vous le faites, soyez plus respectueux de l'habitat. On est en ruralité, on n'est pas effectivement en cité urbaine anonyme, on est en ruralité. Les gens font souvent 40-50 km pour aller bosser dans le bassin d'emploi qui est sur Bordeaux. À côté de ça, ce qu'ils entendent, c'est essayer de vivre un petit peu avec les atouts de la ruralité. Alors je ne dis pas, on n'est pas en train de dire qu'il faut rester comme nous étions il y a 50 ans. On est en train de dire, essayons d'être vertueux et de faire mieux. Voilà. Tu peux la lire? Je vous la lis? Oui. Ok. Entièrement, on est d'accord. Donc je vous la lis. Par sa décision du 21 septembre 2021, le Conseil d'État a rejeté le recours des associations mobilisées contre la mise en œuvre proposée par GPSO, les grands projets ferroviaires pour le Sud-Ouest, et à ses sous-projets, la ligne à grande vitesse, aménagement ferroviaire du sud de Bordeaux et aménagement ferroviaire du nord de Toulouse. Les premiers travaux sont prévus pour 2022, à la date de 2030 est confirmée pour sa mise en service. Certaines communes de Convergence-Garonne subiront des conséquences importantes de ce méga-projet. Ce tronçon traversera de façon impactante le bassin versant du Ciron, ainsi que les bassins versants de la Barboux, de la Gargale sur notre territoire. Ce tracé croisera le chemin de quelques 30 cours d'eau que nous nous efforçons de protéger et de valoriser au travers de notre travail, de nos votes et choix gémapiens et budgétaires. Sur le seul bassin versant du Ciron, l'emprise du projet est de 845 hectares, une surface de forêt de 780 hectares, une surface de zone humide de 64 hectares minimum et 11 hectares de surface Natura 2000 vallée du Ciron.
Les différents réseaux hydrographiques du Socat et du Guet-Mort, le vallon de la Barboux et du Rieufray, les landes entre Saint-Michel de Rieufray et Balizac, les lagunes de Saussan, le ruisseau du Tursan verront des espèces protégées historiques disparaître. Les mesures compensatoires promises par GPSO ne peuvent être suffisantes et suffisamment assurées. À l'heure de la Journée mondiale des zones humides, le 2 février, des ambitions départementales de préservation de la biodiversité, de la protection nationale d'enjeux majeurs tels que l'eau, ne vaut-il pas mieux essayer de ne pas détruire plutôt que réparer ensuite? Au-delà des territoires à fort intérêt écologique, futurs lieux de dégradation évidente, ce sont aussi des vies qui ne sont pas considérées dans le relais de GPSO aux populations. L'enquête d'utilité publique et son résultat ont été effacés de tout de suite à données cohérentes. Cette motion n'est pas là pour dire que nous sommes contre GPSO et les FGV, mais plutôt que cette proposition faite n'est pas celle qui va dans le meilleur sens au regard de notre projet de territoire. L'axe stratégique numéro 2 de celui-ci, nous trouverons un fonctionnement harmonieux dans les écosystèmes, ces joyaux des dérives que sont nos espaces naturels sensibles qui contribuent à la préservation de la biodiversité. Des parallèles avec nos bassins de vie seront essentiels afin d'assurer une équité sociale et créer ainsi une approche éco-santé, santé des écosystèmes et santé et mieux-être des habitants. En tenant compte des facteurs multiples engendrés par les changements climatiques, environnementaux et humains, qui augmentent l'occurrence des risques naturels, nous prendrons en compte efficacement la gestion et la réduction des déchets, des risques. Ça, c'était l'axe stratégique numéro 2 de notre projet. L'axe stratégique numéro 3 nous engage dans la promotion de notre accueil aux populations, que l'État veut grandissante, et surtout dans l'accompagnement vers une qualité de vie qui vise l'excellence. Le GPSO va rendre compliqué sur plusieurs de nos communes. Pour toutes ces raisons, mais aussi afin d'exprimer la solidarité de la communauté de communes Convergence Garonne envers ces communes qui seront impactées, d'exprimer également notre solidarité envers les territoires voisins, nous souhaitons nous porter contre le projet GPSO tel qu'il est présenté et demander à GPSO de proposer une possible construction différente, cohérente avec des développements démographiques de nos communes, mais aussi cohérente avec notre engagement à la protection écologique de notre territoire et inscrite dans notre cadre de développement durable. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas contre le projet, c'est la façon dont il est présenté. Il y a d'autres solutions qui ont été proposées. Le bassin versant du Céron a fait des propositions écologiques et économiques intéressantes dans la consommation d'espace. Rien n'a été ouvert, rien n'a été écouté. On leur demande juste de regarder ce qui est proposé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur... Oui. Je vais me dire que c'est un petit peu parler pour rien dire, mais bon, on ne peut pas s'opposer effectivement à tout développement. Moi, je m'abstiendrai quand même sur cette délibération, parce que je pense quand même que les services associés ont été consultés, que ce soit les chambres d'agriculture, en fait, tous les services d'État, et je comprends mal qu'ils aient quand même sous-évalué tout ce que vous venez de dire. Alors effectivement, pour les communes, je comprends bien, pour les communes de notre communauté de communes qui sont impactées, ça peut avoir des inconvénients. Si on les repousse ou sur les communes voisines, ou sur, je connais beaucoup de gens ici qui prennent le TGV pour monter à Paris et qui ne s'occupent pas vraiment de savoir où ils passent et si ça gêne quelqu'un aussi. Donc je suis un peu dubitatif par rapport à ce genre de notion. Je pense qu'il y a quand même des services qui ont travaillé, qui ont réfléchi. Et, bon voilà, ça me paraît quand même un petit peu délicat. Voilà. Merci, chers collègues. Jean-Marc Pelletan, maire de Landiras. Moi, ma commune, elle est impactée sur 11 km. C'est-à-dire qu'on va voir passer le train un peu comme les vaches. Alors, je ne peux pas laisser dire de choses. En plus, ce n'est pas 14 milliards qu'ils vont dépenser, c'est 28 milliards. Pourquoi? Pour bien. Alors qu'il y a des études, avec l'ancienne ligne, on gagne 25 minutes le PSG. Avec les anciennes lignes aménagées, on gagnera 20 minutes. Donc, ça fait cher les 5 minutes. Voilà. Ça fait cher les minutes. Alors, que vous vous abstenez, c'est votre droit, mais je comprends pas. Merci, chers collègues. D'autres interventions? Donc, je vous propose qu'on délibère sur cette proposition de motion. Qui est contre la motion? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Voilà. Oui, avec le pouvoir, d'accord. 2 abstentions. Je vous remercie beaucoup, donc, est très largement adopté, enfin proposé, donc on
transmettra cette motion à nos autorités. Merci beaucoup, chers collègues. Le deuxième point. Je vous en avais déjà un peu parlé la dernière fois, puisque c'était le début, effectivement, de la guerre entre la Russie et l'intervention de la Russie sur l'Ukraine. Donc, et je vous avais proposé, enfin, je vous avais annoncé qu'on vous proposerait une subvention. Donc, pour rappel, lors du dernier conseil communautaire, je vous avais proposé de faire une minute de silence afin de soutenir le peuple ukrainien. Je vous propose aujourd'hui de contribuer via le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères à l'accompagnement des victimes de cette guerre pour une somme de 5 000 €. Je sais que cette contribution est bien dérisoire face à la détermination affichée. Mais il est de notre devoir, nous qui sommes plongés, protégés par notre belle démocratie, de l'exprimer au grand jour. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet ? Donc je le mets à la délibération. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Donc je vous remercie beaucoup, chers collègues, sur cette délibération et cette aide, même si elle est un peu modeste, mais aux victimes de l'Ukraine. Alors, le point suivant concerne le recours au service d'accompagnement à la gestion des archives du centre de gestion. Vous savez qu'on a toujours et régulièrement, on doit remettre un peu de l'ordre dans nos archives. Et pour ce faire, on sollicite effectivement le centre de gestion des archives à destination des collectivités. Donc il est temps que l'on le fasse, et cette intervention représente donc un coût de 9 950 € TTC. Sur ce montant, nous pouvons bénéficier d'une aide du département de 30% des montants hors taxes. Je vous propose donc d'approuver le recours à ce service pour archiver nos archives pour le cas. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Modification des représentants au CIAEPA de Longlaurent. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Bonsoir à tous. Je ne m'occupe pas d'assainissement spécialement, mais c'est parce que ça concerne la commune de Paillé. Alors vous savez, la communauté des communes est compétente donc, en termes d'assainissement non collectif. Et il se trouve qu'il y a deux communes qui ont un cas particulier, donc sont Estiac et Paillé, dont l'assainissement collectif et non collectif est géré par le syndicat d'Angoran. Donc la communauté de communes vote pour deux représentants de la communauté de communes auprès de ce syndicat. Il se trouve que donc il y a une élue municipale de la commune de Paillé qui a démissionné de ce syndicat, non pas du conseil municipal syndicat. Une autre élue donc, a été élue à la place par le conseil municipal. Et pour des raisons pratiques, nous avions arrêté au départ que ce soit les mêmes personnes qui soient à la fois élues communales et élues communautaires, puisque on ne va pas avoir des personnes qui s'occupent de l'assainissement collectif et de l'eau d'un côté et pour l'assainissement non collectif de l'autre. Donc tout simplement, il s'agit de remplacer donc, une personne par une autre personne. Donc Mme Castin étant la nouvelle élue du conseil municipal qui va représenter, en l'occurrence pour nous ce soir, la communauté de communes pour l'assainissement non collectif. Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention concernant ce sujet? Non. Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne la convention avec la DGFiP
Vous savez, on l'avait déjà présenté il y a pas mal de temps. Alors, pour rappel, cette convention décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques de la Gironde, issu de la concertation engagée en juin 2019. Elle arrête les modalités pratiques et opérationnelles qui accompagnent le nouveau réseau de proximité et formalise les engagements rendus aux usagers et aux élus. Elle prévoit notamment la mise en place, pour ce qui nous concerne, d'une conseillère aux décideurs locaux. Alors je ne dis pas son nom parce qu'il est un peu compliqué, mais dont vous avez pu, vous, les uns et les autres, et les communes, la rencontrer, et qui nous apporte, il faut le dire, une aide précieuse en termes de conseils et en termes d'accompagnement. Donc il est important, je pense maintenant, de signer cette convention qui assoit bien le principe de travail en collaboration que nous avons et de pouvoir bénéficier des compétences et du professionnalisme de notre nouvelle conseillère en décideurs locaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur le sujet? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Développement économique. Acquisition, extension de la zone ZA de Coudun-Landiras. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous vous proposons ce soir effectivement d'acquérir un terrain de 4655 m² qui touche la zone de Coudun-Landiras, ce qui nous permettra effectivement de disposer d'un peu plus d'espace et d'imaginer un projet de village pour les artisans qui a été d'ailleurs évoqué en commission économique. Cette acquisition représente une somme de 15 874 €, c'est-à-dire 3,41 € du mètre carré. C'est pas très cher. Il faut savoir que sur une partie de cette zone, elle n'est pas constructible, puisque le fond n'est pas constructible, mais on a un acquéreur pour le rachat de cette partie boisée. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Écoutez, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Le point suivant concerne les bâtiments et voiries, vente du tracteur de la commune de la CDC, un des deux tracteurs de la CDC à la commune de Cadillac-sur-Garonne. Et je donne la parole à notre collègue. Il est par là, Didier Cazemin. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc comme vous le savez, donc, depuis que les nouvelles compétences, le fauchage le long des voiries n'est plus effectivement de la compétence de la CDC, donc c'est lié directement aux communes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons deux tracteurs actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, la CDC souhaite se séparer d'un tracteur et le vendre pour, je dirais, comment dirais-je, et avoir des frais, pour éviter des frais complémentaires quelque part, je dirais, par rapport à ce tracteur qui tourne quasiment pas. Donc, comme vous le savez, vous pouvez utiliser le matériel par convention, si vous avez des besoins au niveau de la communauté de communes. Donc, à partir de cela, nous avons contacté toutes les communes de la CDC en leur demandant s'ils étaient intéressés par le matériel, le tracteur plus la rototondeuse. Donc, une seule commune a répondu. Il s'avère que c'est la commune de Cadillac. L'estimation de base par les établissements Chambon était de 37 000 €. Et la commune de Cadillac nous propose d'acheter ce tracteur pour la somme de 35 000 €. Voilà, donc il s'agit de prendre une délibération à ce sujet et de demander au président de voter pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Non, donc... oui, allez-y, Michel. C'est juste une question
Sur l'incident de comptable, quelle est la valeur vénale bien cédée au bilan? Question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a une plus-value? Oui, c'est un tracteur qui a 3-4 ans, je crois. Oui, même plus que ça, puisqu'on avait... C'était M. Ménard hein, qui avait... 2013, il est de 2013, donc je pense que ce côté-là, il n'y a pas de souci par rapport à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Point suivant qui concerne la prévention et gestion des déchets. Autorisation de mise en œuvre de l'extension des consignes de tri au 1er janvier 2023. Et je donne la parole à ma collègue de gauche, Mylène Doro. Merci Président, bonsoir Mesdames et Messieurs. Donc vous savez que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a été adoptée en 2015 prévoit l'extension des consignes de tri qui vont nous permettre de diminuer les tonnages de déchets incinérés que nous avons dans nos ordures ménagères et ainsi de bénéficier aussi de nouvelles recettes par nos soutiens Citeo qui passeraient de 600 à 660 € la tonne au lieu de 600 €. Donc cette mise en œuvre de ce nouveau dispositif va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Et pour cela, nous avons besoin donc de délibérer et d'autoriser la mise en œuvre du projet des extensions du consigne de tri donc au 1er janvier et d'autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires pour procéder à la signature de tout acte y afférent. Donc voilà. Merci Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Non. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Point suivant, service à la population, convention relative à la mise en œuvre d'une permanence juridique d'aide aux victimes sur le territoire de la CDC, Convergence Garonne. Et je passe la parole à ma collègue, Madame Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc depuis 2017, la communauté de communes Convergence Garonne établit une convention annuelle dans le cadre du plan d'action avec le pôle d'accompagnement citoyen et l'association Institut Don Bosco Service Victime à Bordeaux pour soutenir ce service d'aide aux victimes proposant des permanences juridiques qui ont lieu le mercredi après-midi toutes les 3 semaines. Pour le bilan 2021, il y a eu sur notre territoire 103 infractions dans les communes. Et l'ITER a reçu, il y a eu 17 permanences et a reçu 48 personnes qui sont venues. Aussi, je vous demande d'autoriser le Président à signer la convention annexée à la présente délibération avec l'association Institut Don Bosco pour 2022 et de procéder au versement d'une subvention de 4 264 € au titre de 2022. Voilà. Merci Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, point suivant, sport, convention de mutualisation entre les communautés de communes pour le projet 433. Et je donne de nouveau la parole à mon collègue Jérôme Gauthier. Merci. Rebonsoir. Donc pour 433, pour information, puisqu'on avait demandé aux communes de se positionner pour celles qui seraient intéressées donc pour la session l'été 2022, cette année on bat le record puisqu'il y a 13 communes qui se sont positionnées donc, pour accueillir 433. Donc la commission a souhaité répondre favorablement. Il faut juste savoir qu'évidemment, ça ne sera pas forcément du même type de présence, ça sera des fois 1 ou 2 présences dans l'été, des fois ça sera une après-midi par semaine selon les installations sportives. On va essayer de répondre de façon positive à toutes les demandes de l'ensemble des communes.
Pour la convention elle-même que nous devons valider ce soir, en fait, c'est exactement la même que l'année précédente. Il s'agit donc d'une convention de mutualisation entre les 4 communautés des communes, donc Haute-Convergence Garonne, le Réolais Sud-Gironde, le Sud-Gironde et puis le Bazadais. Il s'agit donc de pouvoir mutualiser à la fois le personnel et à la fois le matériel si nécessaire. Vous avez la convention annexe, mais c'est la même que l'année précédente. Simplement, les autres communautés de communes n'ont pas souhaité de faire une convention pluriannuelle, ils ont souhaité de la valider année par année. Donc nous devons la revoter chaque année. Et c'est pour ça qu'on revote cette convention cette année. Des questions? Constamment? Non? Je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point, la délibération numéro 10 concerne l'enfance-jeunesse, modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs. Et je passe la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Bonsoir. Donc cette délibération est assez simple en fait. Il s'agit donc de prendre en compte les évolutions de fonctionnement imposées par la Direction générale des finances publiques qui ont rendu certains articles obsolètes, notamment relatifs à la facturation et au paiement des factures. Donc ce règlement intérieur avait été approuvé donc, le 21 novembre 2001. Voilà, donc il faut qu'on le modifie ce soir. Vous l'avez reçu dans les pièces annexes. Nous l'avons déjà présenté au mois de janvier à la commission enfance qui l'a validé. Donc voilà, donc c'est pour autoriser donc, le président à signer ce nouveau règlement intérieur. Des questions, chers collègues? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant concerne le tourisme, convention d'objectifs 2022 avec l'Office du tourisme de l'Entre-deux-Mers, l'OTEM. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est la même convention que l'an dernier. Donc une convention avec l'OTEM. Vous savez qu'on est lié avec eux, mais aussi avec le territoire du Sud-Gironde. Donc c'est la délibération d'après. La pièce était dans les pièces jointes qui vous ont été envoyées. On contractualise, l'OTEM contractualise avec la région et avec le département et mène des actions du coup avec l'office de tourisme. Évidemment, si on n'était pas avec eux, c'est des actions qu'on ne pourrait pas mener tout seul. Et notamment la route des vins. La route des vins, vous savez qu'on émarge au niveau de la route des vins rive gauche à l'association Route des Vins, on donne 13 000 € tous les ans. Et là, sur la Route des Vins rive droite, c'est avec ce partenariat avec l'hôtel que nous sommes liés et qu'on peut du coup promouvoir le tourisme sur la rive droite, notamment. Hein, voilà. Et il y a une deuxième chose, c'est le support aussi de la taxe de séjour où on est chargé à la taxe de séjour de l'animation et de la perception de cette taxe. Et c'est grâce à cette convention que nous pouvons avoir ce logiciel. Donc c'est 15 000 € par an. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Donc délibérons. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Point suivant qui concerne toujours le tourisme et donc présenté toujours par Thomas Filiat, qui concerne la convention de partenariat avec le collectif Sud-Gironde, l'actualisation de feuilles de route et budget annuel 2022. Voilà, c'est une convention effectivement avec le collectif Sud-Gironde. Vous savez qu'on a ici aussi émargé avec eux pour travailler à une échelle un peu plus large au niveau du tourisme, donc avec les CDC de Montesquieu, de Sud-Gironde et du Bazadais. Donc en fait on est revenu avec eux après 4 ans d'absence. Donc ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et on est revenu donc depuis 2 ans. Et là évidemment ils nous demandent, si on revient, de payer une petite partie de la charge d'admission qui est à hauteur de 11 250 €. Donc 11 250 € payés par la CDC. Il y a une partie des actions, du plan d'action, qui est payé par l'Office de tourisme dans son plan d'action 2022.
voilà, là aussi, le but est de pas que les actions ne se chevauchent pas entre Collectif Sud-Gironde et Hôtel, notamment le plan de professionnalisation qu'on met à disposition de tous les professionnels. Ce sont des actions généralement complémentaires. Des questions? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Ensuite, donc, nous passons à la modification, c'est ça, hein, modification du règlement d'utilisation des équipements pluviaux. Et c'est toujours Thomas qui nous présente. Donc pareil, alors, là c'est une modification du règlement. On a eu des retours, effectivement. Alors, il y a deux choses. Il y a des retours de VNF qui nous ont été faits sur le règlement d'utilisation avec des précisions réglementaires, notamment sur la police de navigation. Donc il fallait qu'on rajoute ces éléments-là. Et la deuxième modification, dès qu'on change un règlement, il faut toujours le passer en conseil communautaire. Donc c'est un peu lourd, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. On a mis en place un service de collecte de déchets et de tri dans un local. C'était une demande des professionnels depuis quelque temps. Donc ça y est, c'est mis en place et il fallait qu'on le mette dans le règlement. Là aussi, c'était dans les pièces jointes qu'on vous a envoyées. Des questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et le dernier point concernant le tourisme et la modification des tarifs d'appontement au port de Cadillac-sur-Garonne. Merci Thomas. Là aussi, bon, c'est des tarifs qu'on passe, alors c'est pas tous les ans, mais dès qu'il y a une modification, il faut le passer. Là, donc, on a intégré, on y est depuis quelques années, la commission fluviale au sein de Crous Bordeaux, où en gros, tous les ports sont représentés, et les professionnels aussi. Et donc, ils proposaient, on a essayé d'harmoniser, de simplifier les tarifs par rapport à la suppression de tarifs semaine, longue durée, haute saison ou pas. Et effectivement, là aussi, vous aviez un tableau comparatif qu'on vous a fait dans les pièces envoyées entre les tarifs 2021 et les tarifs 2022, avec les escales 24 heures. Si c'est une escale 24 heures, par exemple, on prendra la taxe de séjour, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, délibérons. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. La délibération 15 qui concerne l'environnement, modification du règlement de service SPANC. Et c'est Alain Quérens qui va nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc on revient vers vous une troisième fois depuis ces dernières années donc, pour modifier le règlement de service du SPANC. Effectivement, donc vous le savez, nous avons renouvelé un nouveau marché à compter du 1er janvier 2021 et qui court jusqu'en 2026. Et à l'occasion de cette négociation, donc on a essayé de retravailler certains éléments pour le rendre plus efficace et donc il y a eu 3 points d'améliorer lors de cette dernière commission qui a examiné ça donc, en mars 2022. Le premier point, c'est le retrait. Il fallait entériner le retrait de la commune d'Espoussan, de l'ANC, qui a rejoint donc, le CIAD de Rive. Et ensuite, donc, il y avait une modification du tarif appliqué en cas de refus ou d'absence de l'occupant au bout de deuxième avis de passage qui n'était pas dissuasif, on va dire, donc on a un petit peu augmenté ce tarif. Et en fait, donc, on a retravaillé aussi, on a refondu, en fait, on a redispatché un certain nombre d'articles pour que ce soit plus clair et plus lisible pour les administrés, donc notamment l'obligation pour les dossiers d'installation neuve et ou à réhabiliter de faire réaliser des études particulières à la parcelle par un prestataire de son choix pour définir et dimensionner la filière adaptée. Voilà, donc considérant toutes ces précisions qui ont été validées donc, lors de la dernière commission, on vous demande donc d'approuver le nouveau règlement du SPANC que vous avez reçu en annexe. Question? Oui. André?
moi c'est plus écrit, mais vous demandez donc une étude particulière à la partielle. Donc on a déjà discuté de ça, c'était une étude de sol. Oui, qui a... on a repris les termes de l'article de loi. En fait. Oui, mais est-ce que vous avez fait une simulation par rapport aux conséquences que ça va avoir pour les demandeurs? Parce que jusqu'à présent, la dimension de la filière et le choix, c'était la sorte qu'il faisait. Donc le pétitionnaire n'avait que l'étude de sol à faire. Donc il coûtait déjà entre 300 et 600 ou 700 euros. Donc là, il faut définir en plus, donc il va falloir trouver des bureaux d'études ou des entreprises capables de... Parce qu'une entreprise qui fait une analyse de sol, elle n'est pas obligatoirement habilitée à définir le choix et l'animation d'une filière d'assainissement. Donc ça va être des entreprises... C'est la sorte qui continuera à le faire. Je veux dire, il n'y a rien qui change par rapport à aujourd'hui. C'est juste qu'on a... Alors, oui, c'est noté de son choix. Oui, après, s'il souhaite le faire réaliser ce travail par un bureau d'études, c'est son choix. Mais en fait, la sorte validera ce qui lui va proposer. En fait. Si c'est la sorte qui veut le faire, effectivement, il faudrait que ce soit mentionné, parce que c'est... On n'a rien modifié par rapport à ce qui était... On a repris l'intégralité du texte qui est dans l'article de loi. Je trouve que c'est pas très clair, parce que les gens peuvent obligatoirement aller vers des entreprises indépendantes, alors qu'avec la sorte, il y a des prix qui ont été négociés par la communauté de communes. Oui. Je pense que ça devrait être bien spécifié. On a repris, sans le modifier, ce que vous avez validé, je crois que je suis certain que tu étais présent, mais ça ne t'avait pas alerté à l'époque, en commission. D'autres questions? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. C'est adopté. Donc le point suivant concerne les marchés publics. Il y a une convention au groupement de communes pour la fourniture de repas aux restaurants scolaires et accueil de loisirs de l'Andiras. Il s'agit d'un nouveau groupement de commandes pour la fourniture de repas du restaurant scolaire et de l'accueil de loisirs de l'Andiras. Ce groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive. La commune de l'Andiras assurera le rôle de coordonnateur au sein du groupement. Je vous propose de désigner Jean-Patrick Soulet en tant que titulaire et François Dora en tant que suppléant à la CAO. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Vous savez, on l'a fait pour d'autres communes. Non? Donc, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne les ressources humaines. Autorisation de recourir au contrat d'accroissement temporaire d'activité au service technique. Suite à une demande de mobilité d'un de nos agents techniques, ainsi que de l'arrivée en période estivale, il est proposé le recrutement d'un agent contractuel à temps complet pour faire face temporairement à un accroissement saisonnier d'activité au sein du service technique pour une durée de 3 mois, soit de mai à septembre. L'emploi, 5 mois, excusez-moi, 5 mois de mai à septembre, l'emploi sera classé dans la catégorie C dans le cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Point suivant concerne toujours les ressources humaines. Modification du tableau des emplois. Il est proposé certaines modifications du tableau d'emploi à l'occasion du mouvement de personnel. L'ensemble des modifications proposées ce soir ont été validées en comité technique. En revanche, une proposition de modification de l'organigramme a reçu un avis défavorable des représentants du personnel, ce qui empêche la suppression des postes de directrice du pôle aménagement et chef du service jeunesse. Je vous propose donc les modifications suivantes. Première modification sur la filière administrative, suppression au 1er avril d'un poste d'attaché territorial de catégorie A
responsable du CISPD pour un agent en disponibilité. Ensuite, sur la filière technique, suppression au 1er mai 2022 d'un poste d'adjoint technique catégorie C, agent voirie et espace vert. Dans la filière culturelle, suppression au 1er avril d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques catégorie B, coordonnatrice culturelle au RLP, suite à un recrutement au 1er janvier 2022. Enfin, non, toujours, parce que c'est pas enfin, non. Filière animation, suppression au 1er avril 2022 d'un poste d'animateur catégorie B, coordonnatrice RLP, suite à un recrutement au 1er janvier 2022. Filière sportive, suppression au 1er avril 2022 d'un poste d'éducateur des activités physiques et sportives catégorie B, animateur sportif, suite à une mobilité interne au 31/1/2022. Filière sociale, suite à la réforme statutaire de la filière sociale et médico-sociale, nous sommes dans l'obligation de faire les modifications suivantes. Suppression d'un poste de cadre de santé, 2e classe, catégorie A. Création d'un poste de cadre santé, catégorie A. Suppression de 3 postes d'auxiliaire de périculture de 2e classe, catégorie C. Création de 3 postes d'auxiliaire de périculture de classe normale, catégorie B. Hein, c'est les progressions qui nous sont imposées, enfin, qui sont imposées par nos tutelles. Suppression d'un poste d'auxiliaire de périculture de 2e classe, 28/35e, catégorie C, en création d'un poste d'auxiliaire de périculture de classe normale à 28/35e, catégorie B. Suppression d'un poste d'auxiliaire de périculture de 1re classe, catégorie C, en création d'un poste d'auxiliaire de périculture de classe supérieure, catégorie B. Suite à un besoin récurrent de remplacement d'agents absents, suppression d'un poste d'agent social à 7/35e, catégorie C, des nominations sur le nouveau poste. Création d'un poste d'agent social à 12/35e, catégorie C, au 1er avril 2022. Filière animation. Suppression d'un poste d'animateur territorial, catégorie B, des nominations sur le nouveau grade. Création au 1er avril 2022 d'un poste d'animateur principal de 2e classe, catégorie B, pour une nomination suite à concours. Filière culturelle. Suppression au 1er avril d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1re classe, catégorie B, responsable des collections jeunesse, après mobilité externe. Et création au 1er avril 2022 d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, catégorie B, chef adjointe du réseau de lecture publique suite à recrutement. Création d'un emploi de crèche au Cabellou à compter du 1er avril 2022, ouvert sur 3 grades. Adjoint d'animation territoriale, adjoint d'animation territoriale principale de 2e classe, adjoint d'animation territoriale principale de 1re classe. Changement de mission suite à la nouvelle organisation des services de réorganisation, 7 postes d'assistante
et de leur mission dans les services RH, finances, culture, pôle d'accompagnement citoyen, prévention des déchets, au 1er avril 2022. Voilà, c'était, je m'excuse, c'était un petit peu long, mais il y a ces mouvements que l'on doit acter en conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, une abstention. D'accord? Donc, adopté. Point suivant. Ressources humaines, modification du RIF 7. Donc, à compter du 1er avril 2022, il est proposé au Conseil communautaire d'abroger et modifier certaines dispositions du RIF 7. Modification des plafonds et critères, valorisant des fonctions managériales et comportant une haute technicité et expertise pour permettre le recrutement de cadres correspondant aux besoins de la collectivité tout en conservant un équilibre au sein de la collectivité. Les modifications des catégories d'agents pouvant accéder au RIF 7, modification des groupes d'attribution de catégorie C, reformulation de certains critères et ajout de critères de cotation IFCE, SE, révision des critères d'attribution de la part des CIA, modification de l'annexe 2, tableau des montants de référence mensuels et annuels bruts et des montants de plafond annuel brut de l'IFSE par cadre d'emploi pour prendre en compte ces ajouts et les derniers recrutements intervenus dans la collectivité. Modification de l'annexe 3, tableau des montants de référence annuels brut et des montants de plafond annuel brut du CIA pour cadre d'emploi, le CIA étant défini en pourcentage de l'IFSE. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui. J'ai malheureusement pas pu assister à la dernière réunion RH, alors c'est peut-être des infos que vous avez données à ce moment-là. Est-ce que cette modification est une modification réglementaire ou est-ce qu'elle est propre à notre collectivité compte tenu de l'évolution des recrutements? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que représente le RIF 7 dans le total de la masse salariale de la collectivité? Mais pour ce qui est... De l'ordre. Oui, ouais, 400 000 euros, oui, c'est ça. Oui, sur 5 millions, ça représente 400 000 euros. 400 000 euros. Voilà. Et sur la première question, qui est tout à fait juste, c'est qu'on doit se mettre, effectivement, on est en phase de recrutement et on a beaucoup de difficultés si on n'a pas un régime indemnitaire attractif pour permettre aux cadres qui ont des rôles managériaux dans les collectivités pour venir simplement déjà candidater et venir chez nous. Donc, pour ce faire, il a fallu réajuster un petit peu de façon à ce que on puisse se mettre en position de recrutement. Sans quoi, je peux vous dire, et donc pour en avoir discuté avec les collègues des autres collectivités, le problème est identique dans... Vous voulez dire qu'on était en retard sur d'autres collectivités en termes de salaire et de RIF7? Je sais pas, je suis pas sûr, je crois qu'on est tous confrontés à la même difficulté et on est tous amenés à faire ces réajustements qui nous permettent de pouvoir recruter. Dernièrement, on a en concurrence le privé, et le privé, vous savez, a quand même des grilles salariales. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est souvent le cas, malheureusement. Il y a un renversement du marché du travail. On est aujourd'hui sur un marché du travail qui est beaucoup plus tendu, avec un peu de chômage qui est à 7%, donc ça change complètement la donne. Et effectivement, on va sortir de l'inflation salariale. C'est ça la question.
comme exemple, on fait 4 mois qu'on attend de recruter un chargé de mission PLUI, on n'a aucun candidat ce jour. Non, mais je veux bien le comprendre, mais c'était une question d'ordre général pour le comprendre, voir plus clair. Non, mais c'est en ça où je dis, Michel, que votre question est tout à fait pertinente. Une adaptation dans le salariat, on est bien d'accord. À venir. Ah ouais. Mais c'est pour nous un cheminement incontournable si on veut être, au moins être en capacité de pouvoir recruter des... Voilà. Et garder des... Voilà. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous propose de délibérer, chers collègues, qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté. Nous passons donc dans le registre maintenant du budget, qui est le point important de notre conseil communautaire de ce soir. Donc on commence par le budget principal et sur l'approbation du compte de gestion 2021. Et je passe la parole à notre collègue Dominique Clavier. Donc effectivement, comme les textes nous l'imposent, on doit d'abord approuver le compte de gestion, approuver le compte administratif. Je rappelle, c'est un exercice commun, on l'a tous fait dans les communes. C'est le compte de gestion reflète la vie comptable du trésorier public. Ce document, vous l'avez eu avez joint avec votre convocation. Je n'ai pas de commentaire à faire, c'est l'écriture comptable du comptable public qui n'appelle pas d'observation particulière de notre part. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on a le compte de gestion. Il reflète d'ailleurs très exactement le compte administratif qu'on va examiner dans le détail après. Ce qu'on pourrait faire, peut-être pour alléger la séance, et si vous le permettez, c'est qu'on approuve le compte de gestion du budget principal d'abord, et après on approuvera d'une manière globale les comptes de gestion des budgets annexes, qui n'appellent d'ailleurs pas plus de commentaires que ça. Est-ce que ça est une forme qui vous convient? Ou est-ce que vous avez une objection? Qui dit mot consent, donc on va essayer d'avancer comme ça. Donc sur le compte de gestion du budget principal, est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai pas, c'est l'écriture comptable. Donc on va pas vote, qui s'abstient, qui est contre, merci. Donc on va prendre tous les budgets annexes alors les budgets annexes, on va les éliminer. Alors nous avons GEMAPI, nous avons Franck, nous avons les ordres ménagères version Coninsac, nous avons la zone d'aménagement de Séronce, celle de Coudin qui doit suivre dans la foulée, exactement, et il y a une zone de Coudin 2, zone de Coudin 2, si vous regardez vos documents, il n'y a pas de chiffre de portée, c'est une ouverture de document, puisqu'on va commencer effectivement une commercialisation et des travaux sur une deuxième Coudin, donc on a ouvert un budget dans la prévision 2022. Et sur ce compte de gestion, il n'y a rien. Donc, sur ces comptes de budget annexes et d'observation, non, on va passer au vote globalement. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Bien. Hop là. Donc, on va passer au compte administratif sur le budget principal. S'il vous plaît. Alors, non, sur le document de synthèse d'abord. C'est dur la technique. Ouais. La vue d'ensemble, vous avez des A3. Bon, alors je vais le faire. Vous l'avez en papier devant vous. Bon, je vais le faire comme ça. Alors, sur le budget principal, en fonctionnement, les dépenses sont 12 339 449. Je n'énumérerai pas les centimes d'euros, si vous permettez, ça simplifiera. Avec une recette en face de 13 350 352,
ce qui donne un résultat de fonctionnement de 1 110 902. On reprendra ces chiffres dans le détail. Tout à l'heure, je vous les illustrerai un peu plus finement. En ce qui concerne l'investissement, on a une dépense à 1 444 051 et une recette de 1 170 261, ce qui laisse un déficit de 273 790 sur l'investissement, ce qui fait un solde d'exécution positif, un solde d'exécution budgétaire de 837 112. On avait effectivement des résultats antérieurs à reporter. En ce qui concerne le fonctionnement, ils étaient à 4 134 715, et en ce qui concerne l'investissement, ils étaient à 1 172 280, ce qui fait un total de 6 144 109. Il y a du reste à réaliser normalement de 375 558, ce qui fait un définitif de 5 568 550. Donc ça c'est la présentation. On va la prendre en détail avec le PowerPoint pour que ce soit plus parlant pour vous et pour nous d'ailleurs. On peut grossir ou pas? On peut grossir? Donc on va examiner dans un premier temps les recettes de fonctionnement. Ouais. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? On vous a mis 3 colonnes, c'est-à-dire 2019, 2021, pour que vous voyez comment ça fluctue selon les années. Je vais bien entendu commenter que ce qui concerne cette année, et on peut toujours répondre à l'historique. Donc, dans les recettes de fonctionnement, vous avez de l'atténuation de charge pour 175 921 €. L'atténuement de charge, grosso modo, du remboursement d'assurance suite à des absences d'agents pour lesquels donc, on perçoit une indemnité. Donc c'est à la limite, c'est pas une bonne recette. En ce qui concerne les produits et services, on est à 1 384 307. Ça, c'est ce que payent les administrés pour payer les services, c'est les SH, cantines, maternelles, tout ce qui concerne crèche, voilà, crèche, autant pour moi. Voilà. Ensuite, vous avez les impôts et taxes. Là aussi, on rentrera dans le détail. À 7 783 896, vous voyez qu'il y a un défritement depuis l'année dernière, on l'expliquera. En ce qui concerne les dotations, subventions et participations, on est à 3 589 et c'est une petite augmentation contrepartie. En ce qui concerne les autres produits de gestion courante, on est à 225 000 et là-dedans, coup d'âne. Ah oui, c'est une règle coup d'âne. On va aller un petit peu plus loin dans les recettes de fonctionnement. Oui, là, on ne voit pas très bien. Ça concerne toute la partie fiscale. Donc, ce qu'on peut constater, mais ça, on le sait, c'est qu'en 2021, la recette qui concerne le foncier est 1 267 000. Ça, c'est la conséquence de l'abandon, enfin, que la taxe d'habitation n'est plus levée. Vous voyez qu'en 2019 ou 2020, on était encore à 4 300 000 en ce qui concerne le paquet foncier de taxe d'habitation. Là, on n'a plus que du foncier, on a 1 237 000. Alors, il est compensé par la ligne du bas, où vous voyez apparaître, c'est l'appel de fraction TVA, c'est la compensation, qui est à 3 250 171, ce qui fait que quand on additionne ces deux sommes, on récupère, c'est compensé. Aujourd'hui, on est pratiquement compensé à l'euro. On peut le constater. En ce qui concerne la CFE, la contribution foncière des entreprises, là on a un effritement on est à 1 593 116. Il y a deux choses là-dedans. Il y a une base d'une entreprise qui a fait réviser sa base. Ça a une incidence de 200 000 € à peu près de recettes en moins, et ça peut arriver. Et on a surtout là-dedans la réforme et la taxation sur les locaux professionnels qui vous a modifié les bases. En ce qui concerne la CVAE, on avait quelques craintes l'année dernière, en raison du Covid, que les entreprises allaient peut-être avoir un souci économique.
Bon, on peut constater qu'il y a une bonne tenue de la CVAE, pas de 148, 173. La CVAE a tenu le coup, enfin les entreprises ont tenu le coup. Après, il n'y a pas de variation. Est-ce que par rapport à ces recettes de fonctionnement, vous avez... Alors, si, le graphique, là, c'est important. Le dernier bâton, celui qui représente l'année 2021, ça prouve simplement qu'effectivement, notre assiette s'écrase, sur lequel on peut appliquer un taux, il est bien moins important. Donc notre pouvoir de taux, on l'a perdu comme toutes les collectivités. Donc c'est les bases qu'il faut travailler, parce que sur le pouvoir de taux, on est très, très, très cantonné. Alors, sur des recettes de fonctionnement encore, qu'est-ce qu'on peut dire? La DGF, grosso modo maintenue, 1 300 000 en 2020, 289 cette année. Et en ce qui concerne CAF-MSA, c'est-à-dire les aides que nous reversent les organismes sociaux, on a 1 395 contre 1 485. Après, ça dépend effectivement des... Ouais, voilà, c'est lié aux participations, à la fréquentation des établissements, c'est de la facturation, mais c'est conforme. Et effectivement, par contre, en ce qui concerne les autres subventions, on a 913 contre 433, donc on a fait de la récupération sur ce qu'on avait perdu de l'autre côté. Voilà sur les recettes de fonctionnement ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? On reviendra au tableau synthétique pour figer, pour passer la fil suivant. Alors, les principales dépenses de fonctionnement, ça c'est important. Donc, les charges à caractère général sont 1 903, 983, je crois bien compte, 1 608 l'année dernière. Les charges de personnel, 5 millions 1, 5 millions 170. Un commentaire là-dessus, sur les charges de personnel, on avait une écriture budgétaire, une prévision qui était à 5 millions 8, ou un peu plus, 5 870, mais moi, on fait un réalisé à 5 millions 170. Il y a toujours des écarts entre ce qu'on écrit, parce que l'organigramme, il n'est pas forcément plein tout le temps, il y a des gens qui quittent, qui sont remplacés quelques mois, donc ça fait forcément, en termes de résultats, c'est une influence sur le résultat, mais ça veut quand même dire que l'organigramme n'est pas à plein régime, ce qui pose d'autres problèmes par ailleurs. L'atténuation de produits 2 516 de 482, ouais, ça c'est ce qu'on reverse aux communes, et c'est ce sujet qu'on reparlera, c'est la conséquence de la clé. Et là-dedans, il y a aussi alors il y a un terme barbare, le FNGIR, c'est le Fonds National, je l'ai noté, je ne sais plus, je vous le dis. Fonds National Garantie Individuelle des Ressources. Donc, là-dessus, on est contributeur. On est contributeur, c'est-à-dire qu'on reverse sur d'autres collectivités parce qu'on est au-delà de la zone. C'est une contribution. Charge exceptionnelle 264 000, mais je crois qu'on en a moins parlé dans la réunion de préparation avec la commission finances. Dans ces 264 000, il y a 170 000 qui concernent le sinistre de rue de l'Œil qui a été provisionné. Alors les comptes, ils sont arrêtés au 31 décembre. Depuis le 31 décembre, effectivement, on a eu une rentrée officielle de 60 000 €. Il reste pour autant 100 000 € qui sont toujours dehors. Mais en termes de bilan, tout est provisionné et ça explique les 264 000 €, 0,10 que vous voyez figurer sur ce tableau. Bon, l'épargne, un graphique qui montre l'évolution de nos affaires. Vous voyez que nos charges montent assez régulièrement et qu'on a plutôt un effet de placement. Alors en 2019, vous voyez qu'entre les recettes et l'épargne, les charges, c'était très pincé. Le Covid a fait qu'effectivement on a eu moins de charges et grosso modo finalement les recettes se sont maintenues, ce qui a fait, c'est un effet d'aubaine, même si le Covid n'en est pas une, mais on est obligé de constater comptablement ça fait un effet d'aubaine puisque des choses qu'on n'a pas faites, qu'on avait la recette. Donc ça a oxygéné. Mais on reprend effectivement post-Covid
vers un retour qu'on va essayer d'améliorer par rapport à une situation qui ressemblera plus à celle de 2019. Envoyé. Bon, budget principal, c'est l'évolution en cours de dette. Bon, on n'emprunte pas, donc forcément l'évolution en cours baisse. Ce qui est intéressant, mais vous l'avez dans vos tableaux, c'est de regarder qualitativement ce qu'il y a dans la dette. Il y a quand même dans la dette beaucoup, une partie significative qui concerne travaux de voirie. Je fais une parenthèse. C'est pas le débat de ce soir, mais si on était amené aujourd'hui à abandonner la compétence voirie, effectivement, les communes recevraient une indemnité, mais l'autre partie de la balance, c'est qu'elles récupèrent. Nous récupérons en commune, je suis une commune aussi, on récupère les emprunts. Donc il faudra faire la balance, mais il y aura un sujet là-dessus. Ça aurait l'avantage, facialement, pour la CDC, d'alléger son endettement. Il serait transféré de manière éclatée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je crois qu'on est un peu... Bon, l'extinction de la dette, ça c'est intéressant. Bon, évidemment, si on ne réemprunte pas, on n'est pas en capacité. À 2023, je crois qu'on est encore à 5 millions, grosso modo, à 4 millions 9. Aujourd'hui, notre résultat de croisière, on en reparlera tout à l'heure, je pense, il est plutôt dans un horizon 500-600 000 qu'à 1 million 100. Ce qui veut dire que si on consacrait toutes nos ressources au remboursement de la dette, il nous faudrait 10 ans, ce qui n'est pas un très bon ratio. Le ratio de la comptabilité publique devrait plutôt être à 5 ou 6 ans. Hier, on était à 12 ou 13, donc on ne peut pas revenir vite, mais vous voyez encore que nous sommes dans une situation qui est tendue. Hein. Il faut être vigilant, et ça confirme effectivement qu'on ne peut pas aller à l'emprunt, qu'il ne faut pas charger là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose comme tableau? Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous représenter. On peut peut-être revenir sur la tableau synthétique. Et... Hein? Ouais. Peut-être, bon, est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Je pense qu'il y en aura. André? Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le STA, il est correctement fait. Simplement, j'ai des interrogations sur les annexes. Notamment, j'ai vu que la société Eponyme, pour 600 et quelques mille euros, et dans le domaine des subventions aux associations. Donc, on me pose la question, c'est une SAS, donc il n'y a pas de TVA à récupérer, c'est une entreprise, et une DSP que vous l'avez avec? Oui, c'est le service public. A priori, c'est la règle que le comptable public nous impose. Oui, c'est une interrogation, je trouve. C'est un marché absolument adapté pour une compensation qu'on verse à la société. C'est très technique. D'accord. Donc c'est un marché, parce que c'est pas entendu par toute la salle. C'est une MAPA. Je ne sais pas si ça vous éclaire, mais... Donc c'est déjà une première interrogation. Après j'en avais une autre sur l'arrêt de Séros, du projet de Séros que l'on avait annulé, normalement. Oui. On la retrouve toujours. On la retrouve parce qu'il y a encore une étude pour 40 000 euros qui est dans les comptes de cette année. Mais parce que là, il y a un reste à réaliser de 909 000 euros. Donc, hein? Ah oui? Ouais, on n'est pas en 2022. On n'est pas en 2022. Elle va disparaître en 2022. Je croyais que, parce que comme il y a une modification éventuelle entre 2021. On va le retrouver dans le budget. D'accord, oui, juste que je pose des questions. Non, c'est bien parce qu'il y en a qui... Il y a une dernière interrogation, c'est donc l'achat qui a été fait rue Xavier Moreau, je crois, pour Ponès. Donc là, je vois qu'il y a un investissement, on a payé 150 000 euros, mais à l'époque, j'avais voté contre, plus 200 et quelques mille euros de première vue. Oui. Pour faire un parking, 400, presque 350 000 euros, ça fait relativement cher. On en reparlera.
C'est factuellement cher, mais on en reparlera. C'est un bien immobilier et la valorisation doit dépenser 350 000. Mais, dernière information, vite fait, je ne voterai pas ce vote administratif, même s'il est bien fait. mais puisqu'il n'y a pas voté le budget, je ne voterai pas le vote administratif. c'est bien, j'aime les gens qui suivent logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce compte administratif? Mais je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on passe au vote. Ah oui, c'est vrai que... C'est pas le mien, c'est celui du président. Donc s'il n'est pas bon, c'est lui qui va en prison. Donc, comme je dois quitter la salle, donc je vous propose quand même que Dominique Clavier, premier vice-président en charge des finances, assure la présidence temporaire. Momentanée. Pendant les votes administratifs, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Dominique assure cette présidence? Pas d'abstention, donc je me retire. Je vous en prie. Bien, comme vous l'avez compris, c'est le président qui est responsable pénalement, comme tous ceux qui sont maires dans leur commune. Donc je vous propose que l'on passe au vote. Et sur... Oui, fermez bien la porte, il ne faut pas qu'il écoute. Il s'enfermerait, sauf que ça cache. Donc, sur ce vote, qui s'abstient? Oui, 2. Qui est contre? Qui est contre? 2. Je vous remercie. Vous pouvez libérer le président. Hein? Ah oui, oui, oui. On va pas le laisser enfermer. Oui. Bon, alors il reste enfermé, on va faire les autres budgets. Ça va un peu plus vite les autres budgets, puisqu'ils sont, j'allais dire, monothèmes. Donc, je vous propose qu'on passe au budget GEMAPI. Peu de choses à dire. On remontez le tableau, s'il vous plaît. Ah oui. Mettez-moi le bon. C'est le bon, celui-là? C'est le bon. Bon. Donc, le budget des GEMAPI, alors vous savez que la recette, c'est une fiscalité qui s'applique sur les propriétaires fonciers au sens large du terme, qui est activée à hauteur de 5,34 €, c'est ça, madame la vice-présidente? Ouais, de 30. Que la loi donne la possibilité d'aller beaucoup plus haut. Donc ce budget dégage encore un résultat définitif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, fait surtout des études et des petits travaux, il n'y a pas grand-chose à dire. L'année 2022, j'anticipe un peu sur le budget, on va se consacrer à finaliser tout ce qui est études pour pouvoir, à partir de 2023, enfin dès 2022, programmer et voir nos possibilités financières de réaliser les ouvrages et ce qui s'impose à nous. Ce qui veut dire que, vu le résultat, on sait que ce budget annexe faudra le financer donc, par une recette qui sera de la fiscalité qu'il faudra plus ou moins actionner et de voir dans quelle mesure la masse d'emprunt qu'on pourra faire. Il faudra qu'on fasse un calcul en actionnant de la fiscalité de manière la plus légère possible, quel levier de fiscalité ça nous donne. À date, c'est un budget qui ne fait pas de ma part, du moins de commentaires particuliers. Valérie, il n'y a rien à dire de... Donc, comme le président est toujours enfermé, s'il y a des questions, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention? Ah, 2, oui, 2. André, c'est 2. Qui est contre? Merci. Alors, on continue. Le budget du SPAN. Ouais, là aussi, hein, c'est un budget. Alors, le budget du SPAN, juste un petit commentaire. Vous voyez que, là aussi, il s'alimente par la recette prélevée sur l'administré. Aujourd'hui, vous constatez que la dépense est supérieure à la recette, ce qui, je ne dis pas justifie, mais fait qu'on a fait une révision de tarifs qui s'applique, parce que sinon, on n'est pas en situation d'équilibrer ce budget.
faut quand même dire que cette année, on a chargé, enfin on n'a pas chargé, on a tout ce qui était créance douteuse, on a épongé le maximum, donc ce qui a quand même monté le poste de dépense. Pour autant, on ne fait pas le joint. Donc, on est dans une situation qui est à date saine. Pour autant, effectivement, on ne pourrait pas continuer sur le tarif actuel à manger 10 000 ou 11 000 euros tous les ans, parce que d'ici 34 ans, on va avoir un problème. Donc, ce qui justifie la décision qui a été prise en cours d'année. On continue. Alors, ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je vous fais tout voter en même temps, sinon c'est pas grave. Bien, sur ce budget, qui s'abstient? Qui est contre? Tu t'abstiens? Ok. Qui est contre? D'accord. Ok. Qui est contre? Personne. Merci. Alors, donc, on continue. Sur le budget des ordures ménagères, rive droite. Rive gauche, pardon. Oui, rive gauche. Non, rive droite. C'est rive droite. Il y en a un qui ne suit pas bien. Alors, on sait que ce budget, bon, il y a eu des débats, il y en aura d'autres, il faut qu'on travaille. Ce budget, j'allais dire, est juste à l'équilibre et on n'a pas passé forcément tout ce qui est en impayé à la dose qu'il aurait fallu, mais techniquement on ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, les comptes présentent un équilibre, j'allais dire un équilibre précaire, fragile. Donc il y a un effort tarifaire qui sera fait, et puis derrière il faut qu'on travaille sur les dépenses, parce qu'il faut qu'on retrouve une sérénité, j'allais dire, sur le budget, qui est sous tension depuis plusieurs années. C'est vraiment l'enjeu de l'année de trouver les solutions, parce que on est vraiment... Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Et de toute façon, on est dans un code administratif et on traduit ce qu'on a dépensé. Je ne peux pas dire autre chose, si ce n'est qu'effectivement il n'est pas confortable. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Donc sur ce vote, qui s'abstient? André, et 2 fois 2, un jeu de mots. Donc on a 4 abstentions. Qui est contre? Monsieur Pédurand, c'est ça? Ok, merci. Alors, on continue. Hop là. Alors, deuxième budget, donc celui-là, c'est le rive gauche. Effectivement, il présente un solde beaucoup plus, un équilibre qui est mieux assuré. Alors, le solde pourrait apparaître apparent, pourrait apparaître important, et il l'est d'ailleurs. On pourrait se poser la question de dire pourquoi on applique des tarifs comme ça et si on a un résultat. Donc, ce qu'il faut, par rapport à ce résultat, même si c'est une anticipation budgétaire, c'est mettre ça en relief sur ce qu'on va faire. Donc, on a aujourd'hui le site de Virolac qui est géré par Lucton, ce syndicat va être dissous en fin d'année, donc on va racheter le site. Et derrière, on a également des investissements à faire en matière de bac, notamment, et on aura sûrement dans la une remise à niveau à faire sur le site de Virolac au niveau de la déchetterie. On verra ça après. Donc ce solde, ce résultat définitif à 916 000 nous permettra à la fois, je pense qu'on le fera valider, on n'est pas dans le budget, de lever un emprunt pour faire l'achat et puis de réaliser les investissements nécessaires à l'ordre de 300 ou 400 000. On est en situation de gérer tout ça. Je pense, pour vous donner une indication, la valeur d'achat doit tourner autour de 600 000 euros, 550. On est en finalisation avec Lucton. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Non. Alors donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre?
Merci. Alors, on continue. Les boutons. Là aussi, ce n'est pas des budgets compliqués. Quand même, une explication concernant la recette. La recette est à 120. Prenez votre micro. Oui, oui, non, c'est... Alors, une explication de la recette que vous voyez apparaître 125 805,67. On a touché de l'État 95 000 €, c'est le Covid, au titre de la compensation des pertes de recettes. Je vais vous faire une confidence, ne me demandez pas comment l'État fait le calcul pour l'État 95 000 €. Ces 95 000 € ont été versés à ce titre. Donc, effectivement, qui bonifie largement ce budget. Ce qu'il faut dire là-dessus, finalement, à la fois c'est une bonne nouvelle, mais il faut savoir que sur ce budget ponton, d'ici quelques années, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, il va falloir sortir le ponton de l'eau, passer à la peinture. Il y a des gros travaux à faire qui sont des travaux réglementaires auxquels on n'échappera pas. Donc, dont on passe aujourd'hui, donc on va avoir une facture d'entretien de l'ordre de peut-être 5 000 €, parce que le ponton, il faut le sortir, l'emmener à Bordeaux, le ramener. Ce n'est pas des travaux mineurs. Bon, on verra, mais pour le moment, voilà l'explication, du moins, de cette recette exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? André, t'abstiens? Qui est contre? Merci. Allez, zone économique. 1, 2, 3. Ça marche bien. Alors, zone économique de Séronce, là aussi, peu de choses à dire. On est en fin d'opération. D'ailleurs, ce budget de zone économique de Séronce, c'est la dernière année que vous le voyez, on va le clôturer. Et c'est-à-dire que les 73 289, on va les remonter dans le principal, et on fera l'écriture tout à l'heure. Puisque, et si on devait faire une extension à Séronce, on ouvrira un autre programme. Et sur ce programme-là, c'est fini. Il y a... C'est la zone de... Une zone de... Ouais. C'est le pays de Tonassin. Elle est un peu sur Séronce. Oui. Oui, beaucoup, mais excusez-moi, c'est un raccourci. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce budget? Non. Qui s'abstient? André, comme d'hab. Oui. Qui est contre? Merci. Alors, ça c'est Koudan. Alors Koudan, effectivement, c'est un résultat qui apparaît en négatif, ce qui est normal puisqu'on a encore, j'allais dire, du stock à la vente, et le stock à la vente doit équilibrer son budget. Mais aujourd'hui, effectivement, l'opération n'étant pas finalisée, nous sommes en négatif. Donc on a deux terrains encore qui sont en sous-sein, qui sont chez le notaire, c'est un peu longué, et on a encore 2 autres à vendre. Je rappelle ce qu'on a souvent dit, c'est qu'on essaye d'être, autant que faire se peut, le plus qualitatif possible sur les ventes, de mettre des entreprises qui apportent le plus au territoire. Parce qu'on a des fois des demandes qui sont finalement peu intéressantes en termes d'apport économique. Des questions sur... oui. Non. Qui s'abstient, hormis André? Qui est contre? Merci. Et oui, alors, je crois l'avoir dit tout à l'heure, on pose le format, puisqu'on va ouvrir une deuxième tranche, et Coupembo, on le gérera différemment. Mais pour le moment, il n'y a aucune écriture là-dessus, puisque les terrains sont en sous-sein, on n'a encore rien fait qu'on puisse mettre dans le compte. Néanmoins, on tenait à vous mettre
ou qui figurent dans l'exercice. Donc voilà, celui-là on ne vote pas, hein, il n'y a rien pour info, donc on va libérer le président. Monsieur le Président, l'ensemble des budgets a été voté à la majorité. Alors, nous allons passer à la dernière marche de cet exercice qui peut paraître quelquefois un peu longué, c'est l'affectation des résultats. Alors, l'affectation des résultats, ce que je propose, c'est qu'on passe un vote global. Je vais vous passer, si vous y voyez pas d'inconvénient, on va passer tous les slides, on fera un vote à la fin. Mais moi, je n'ai pas de commentaire à faire l'affectation comptable. Hein, c'est un exercice de comptabilité pure. On prend les chiffres qui sont dans les comptes administratifs, on les reporte, ce que vous avez d'ailleurs tous fait dans vos communes. Bien, allez, présentez. Vous me faites coller, s'il vous plaît, Alors, ça, c'est le principal. Juste un commentaire sur le principal, vous voyez apparaître les 73 829 qui viennent s'incrémenter et qui proviennent de la clôture du budget de la zone des pays de Podensac. Donc, la bloquez là s'il vous plaît. Donc la section investissement présente un excédent de 5 260 818. La section d'investissement, elle, un excédent reporté de 957 119. Et nous avons des reports en dépenses en investissement de 447 584 75. Et il y a également des recettes d'investissement qui sont en report pour 72 026. Voilà l'affectation des résultats qui sera faite, qui est la compilation, encore une fois, de ce qu'on vient de dérouler. GEMAPI. Ouais. Affectation, excédent de fonctionnement à 118, un excédent reporté du fonctionnement de 125 427. Il y a des déficits d'investissement, on l'a vu tout à l'heure, 60 258. Et vous avez la transcription budgétaire telle qu'elle est là, ce qui concerne l'affectation du résultat. Pas de commentaire pour moi. N'hésitez pas à interrompre hein, si vous voulez une précision, on vous la donnera. J'en profite, on vous a remis un certain nombre de documents, j'aurais dû le dire avant, notamment qui concernent beaucoup de budget principal. On a fait une analyse par fonction, c'était quelque chose que vous demandiez, pour voir où finalement l'argent, quand c'est allé sur les comptes comptables, on ne voit pas où il tombe vraiment. Donc on a une première approche qui vous a été donnée, c'est-à-dire que vous voyez enfance, sport, culture, différents postes. Vous l'avez à la fois en dépense et en recette. C'est intéressant. Donc on reprend notre roulé. On continue s'il vous plaît. C'est lequel alors oui, OM-Garonne, les droites, oui. Bah, vous voyez que les affectations ne sont pas tout à fait du même ordre, mais ils traduisent bien ce qu'on a vu tout à l'heure. On est juste à l'équilibre et on est en rouge, mais on le sait, on travaille. C'est lequel celui-là hein? Pays de Podensac. Bon. Même chose, pas de commentaire. Ça tourne gentiment. Les pontons. La situation, c'est celle-là. Vous voyez quand même que sur les 95 000, on aurait une situation qui serait un petit peu différente. On aurait un peu plus de recettes, hein, s'il y a peu le Covid, mais quand même. On déroule, s'il vous plaît. Alors.
Ça, c'est Couban, oui. Le Couban qui est en déficit, ok. Affectation qui confirme le compte administratif. Ok. On a fini maintenant. On a fini. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'évidemment, il faut bien entendu voter cette affectation de résultats de manière globale. Donc, est-ce que sur ces affectations de résultats, il y a des abstentions? Ok, en vrai. Vote contre? Merci, adopté. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez des renseignements. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a quelques sujets. Et je vous invite vraiment à regarder les documents qu'on vous a remis, notamment l'examen par fonction. Ça peut enrichir le débat. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Je tiens à te remercier, Dominique, pour l'excellent travail que l'on a pu percevoir déjà au niveau de la commission et qui s'est confirmé ce soir en conseil communautaire. Et au travers de toi, je voulais aussi féliciter tout le pôle finance et tout le travail qui est fait en back-office, à commencer par la directrice générale des services, la directrice des finances, et sans oublier le pôle juridique qui joue un rôle important effectivement à ce niveau-là. Donc encore merci, et on va passer maintenant, enfin on passera au prochain conseil communautaire à la partie budget à venir sur 2022. Voilà, donc je crois qu'on a oui, une question. Alors d'abord on a sur l'approbation du PV du Conseil communautaire du 9 mars 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Donc on peut... qui n'approuve pas ce PV? Qui s'abstient? Donc je vous remercie beaucoup. En questions diverses, donc, nous avons une question de notre collègue Michel Garin. Si vous... Voilà. Ouais, où je la lis. Hein? Bon. Voilà. Donc la question, je souhaite poser deux questions. Ah oui, alors concernant, Monsieur le Président, par arrêté en date du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a établi le coût net des charges transférées à la CDC Convergence Garonne, mettant ainsi fin aux incertitudes concernant le transfert des charges. Je souhaite poser deux questions à ce sujet. À votre connaissance, des recours auraient-ils été déposés par certaines communes? À ma connaissance, on ne sait pas du tout. Nous, en tout cas, on n'a pas d'informations concernant un dépôt de recours ou pas. C'est une question qu'on peut poser aux membres présents ici, parce que vous n'en avez pas forcément connaissance. Ah, mais on n'a même pas en avoir connaissance. Le recours, il est fait contre les services de l'État. J'entends bien, mais on peut y avoir... Voilà, parce que malgré même le recours éventuel, s'il y avait un recours éventuel prévu, bon, il serait adressé à la préfète, donc il n'y aurait que le juge qui pourrait éventuellement le lever ou le préfet. Mais bon, pour le moment, il s'exerce, quoi. Est-ce qu'il y a des communes qui ont fait un recours? Voilà, est-ce qu'il y a des communes qui ont fait un recours? Et qui souhaiteraient le dire. Enfin, vous n'avez pas l'obligation de le dire non plus. Hein? Donc, voilà, chers collègues, ce qu'on peut vous apporter comme réponse à votre question. Voilà. Voilà. Et malgré les recours éventuels déposés, les sommes prévues dans le
tableaux récapitulatifs adressés par la préfète doivent-elles être inscrites au budget 2022? Oui. Oui. Il n'y a pas, comme qu'il n'y a pas eu d'effet dissuspensif. La question était simple, c'est-à-dire, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a un recours. S'il y a un recours, est-ce que le recours est globalement suspensif? Non. Hein? Donc c'est clair ça? Voilà, tout à fait. Hein? Je rappelle, la clé, c'est pas notre figé non plus. Voilà, de toute façon, on sera amené à la reprendre. Hein. Voilà. Donc là, il y a eu un arrêté, mais après, il revit, quoi, la clé. Oui. Les attributions de compensation qui seront versées aux communes sont affichées, parce que c'est comme à l'arrêté. Vous voulez qu'on les... Donc, voilà les calculs qu'on a fait. Parce que alors, les attributions de compensation, allez, on va les faire les 27. Bon, je vais retourner là-bas. Achète. Finalement, j'étais bien. Alors, Ardanas, 27 279. Barsac, 37 486. Bégueil, 173 991. Bidos, 35 976. Cadillac, 413 513. Cardan, 6410. Séronce, 35 349. Donzac, 7179. Et ce constant est en négatif à moins 4970. Guillos, j'ai pas le fil, 36 811. Ilaz, 290 553. L'Indira 689 481, Larocque 10 779, l'Estiac 17 881, Lopiac 72 131, Notre Blanc 1226, Honnête 11 395, Paillet 11 987, Podinsac 132 150, Portets 25 646, Prégnac 47 657. Monsieur le maire. Pujol, c'est pauvre, 8922, Rions, 10 823, Sainte-Croix, 30 751, Saint-Michel, 128 623, Virelade, 51 992, ce qui fait un total à reverser aux communes de 2 334 997, qui doit représenter une enveloppe supplémentaire de 108 000 € par rapport à ce qu'on versait sur la tête provisoire de 2018. Bon. Mais c'est à vous de vous passer. J'ai pas voté le CA, mais tu aurais pu me citer. Hein? Tu votes pas, je me suis abstenu. Je me suis abstenu, c'est tout. Excuse-moi. Je sais quelle commune. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça représente et surtout l'impact pour la commune? Est-ce que ces 4700, c'est nous qui les redevons? Si, ouais. Brutalement, c'est ça. Alors, il faut qu'on regarde quand même comment le calcul est fait, mais brutalement, c'est ça. C'est-à-dire que la lecture de ce tableau veut dire que vous devez 4 170 €, vous devez y reverser à la communauté commune. Il faut qu'on regarde effectivement quand même le détail du calcul. Ceux qui apparaissent en négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre entre ce que vous avez transféré et ce qu'on a reçu. Donc, on va vérifier. Je veux savoir, parce que quand on a reçu ce tableau, la lecture était très difficile. On ne savait pas si c'était du solde positif ou négatif. Donc cette somme-là, moi je l'inscris au budget. Il serait bien, oui. Oui, malheureusement. Non, mais soyez sûrs, je le regrette pour vous, mais ça s'équilibre pas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ce tableau, vous souhaitez qu'on vous le... Vous l'envoyez, ce tableau, à l'ensemble des
les délégués communautaires. Oui, Cathy, éventuellement, tu pourras te rapprocher d'Anne-Laurence Toulec pour qu'elle vraiment elle t'explique tous les mécanismes liés à ça. Hein? Bon, donc oui, il y a Alain Thérèse qui souhaite... Ah non. Bon, c'est... Est-ce qu'il y a... donc, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Et donc, chers collègues, la prochaine fois, c'est le 13 avril. On se retrouve donc à ce moment-là pour le vote du budget.